Alors aujourd'hui, on plonge dans un document, disons, assez particulier. C'est un rapport super détaillé sur une civilisation extraterrestre qui aurait été reçue en Espagne en 1966. Et franchement, ce qu'on va y trouver est déconcertant, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez un peu le truc, on est en 1966 et paf, on tombe sur un manuel qui explique en détail l'intimité, la technologie et même l'ingénierie sociale d'une civilisation extraterrestre. Ce n'est pas un roman de science-fiction, non, c'est présenté comme un vrai guide. Alors la question elle est simple, qu'est-ce qu'un document pareil, un miroir tendu depuis les étoiles pourrait bien nous révéler sur nous-mêmes? Voilà donc d'où ça vient. C'est une lettre tirée d'un rapport beaucoup plus long apparemment, 112 pages, et elle est datée de 1966. C'est ça qui est fascinant. Ça lui donne un cachet historique, un peu bureaucratique et complètement surréaliste à la fois. C'est notre point de départ, tout ce qu'on va voir aujourd'hui est tiré de ce texte. Bon, pour essayer de comprendre une civilisation, la meilleure porte d'entrée, c'est souvent la plus simple. La maison, la vie de tous les jours. Et on va voir que même les objets les plus banals, chez eux, c'est une toute autre histoire. Alors, première chose, le lit. Oubliez tout ce qu'on connaît. Sur cette planète, Oumo, ils dorment sur un WOIOA. C'est quoi ça? C'est un lit en mousse qui flotte. Oui, il lévite. Mais attention, ce n'est pas juste un gadget. Sa position est contrôlée en permanence par des champs électromagnétiques. Et ça, c'est un premier indice super important. Leur environnement domestique est entièrement automatisé. Ok, mais comment on déplace un lit flottant? On le pousse pas, évidemment. Il suffit d'un sifflement, un sifflement ultrasonique, inaudible pour nous. Mais le plus dingue, c'est l'étape d'après. L'ordinateur de la maison, qu'ils appellent le XANMOO, ne se contente pas d'obéir, non. Il analyse d'abord si la commande est logique. C'est ça le truc qui change tout. Cette espèce de garde-fou intelligent. L'IA évalue si l'ordre a du sens dans le contexte. Par exemple, si quelqu'un dort sur le lit et qu'un sifflement ordonne de le faire disparaître dans le mur, eh bien l'ordinateur va tout simplement refuser. C'est une protection contre l'erreur humaine qui est intégrée partout. C'est une philosophie complètement différente de la nôtre. La machine est là pour nous empêcher de faire des bêtises. Bon, on a vu le lit, maintenant on va s'intéresser à ce qu'il s'y passe. Le document est incroyablement détaillé sur leur sexualité. Et là, attention, les différences sont abyssales. Ça touche à leur biologie, mais aussi à leur psychologie la plus profonde. Alors regardons ça de plus près. Pour eux, les zones érogènes, c'est les hanches, le ventre, les fesses, des choses assez classiques, on pourrait dire. Mais là où tout bascule, c'est sur la dernière ligne. Le visage et surtout les lèvres sont décrits comme insensibles, totalement insensibles sur le plan érotique. Et ce petit détail en apparence anodin a des conséquences énormes. Et voilà la conséquence logique, tirée directement du texte. Le baiser, pour nous un geste d'intimité ultime, pour eux, ils le considèrent comme répulsif. Pire, ils le jugent anti-hygiénique et stérile. C'est un véritable choc. Ça nous prend en contre-pied sur quelque chose qu'on croyait totalement universel. Et ça ne s'arrête pas là. Le document est très précis. Chez eux, l'intimité commence par des caresses des mains. Le plaisir est même mesuré. Il parle de champs électrostatiques émis par le cerveau. On apprend aussi que les orgasmes sont plus équilibrés en durée et en intensité entre hommes et femmes. C'est une approche très technique de la chose qui s'accompagne d'une règle sociale très stricte. La défloration, c'est réservé uniquement à l'époux. Alors, question suivante. Comment est-ce qu'on enseigne tout ça aux enfants dans une société pareille? Eh bien, leur approche de l'éducation sexuelle, c'est tout le contraire de ce qu'on faisait sur Terre en 1966. Pour eux, c'est la transparence absolue et bien sûr, assistée par la technologie. D'ailleurs, le rapport mentionne leur surprise, leur étonnement en découvrant nos mythes paternalistes, l'histoire des cigognes ou des choux par exemple. Pour eux, c'est une aberration. Leur raisonnement est simple. Mentir à un enfant sur son origine, c'est planter une graine de méfiance qui grandira forcément le jour où il découvrira la vérité. Et pour cette éducation, ils ont un outil central, une pièce maîtresse dans chaque maison, l'Ulodax Abi. Attention, ce n'est pas juste une télé, loin de là. C'est carrément une pièce entière, une sorte de salle immersive dédiée à l'éducation et à la communication. Pour se faire une idée, il faut imaginer un truc un peu fou. Pensez à un écran de cinéma Cinérama, ou même à un planétarium, mais dans son salon. Un dôme qui recouvre les murs et le plafond. L'image est absolument partout, sauf sur le sol. L'idée, c'est l'immersion totale, pour être littéralement dans l'information. Et cet écran dôme, c'est le centre névralgique de la maison. Il sert à tout, regarder les photos de famille, consulter des archives historiques, voir des panoramas de leur planète. On peut même s'y connecter en direct à une usine ou une université. Mais sa fonction première, c'est l'éducation. C'est une plateforme qui génère des leçons sur mesure, y compris sur des sujets délicats, adaptés à l'âge et à la maturité de chaque enfant. Mais attention, ce tableau d'une société hyper logique et avancée n'est pas parfait.
Loin de là. Le rapport se termine sur une sorte de fable, une mise en garde. C'est l'histoire d'une expérience, une tentative de régler un problème de société avec une solution purement technologique. Et ça a très, très mal tourné. Alors, quel était ce problème? Eh bien, d'après le texte, c'était la masturbation généralisée chez les adolescents. Une pratique qu'ils considéraient comme une habitude dangereuse. Et, fidèles à leur logique implacable, ils ont décidé de l'éradiquer, avec la technologie. Le rapport donne même des chiffres précis pour quantifier le problème. Chez les garçons, 100%. Et chez les filles, 38%. Face à une prévalence pareille, leur conclusion était simple. Il fallait une solution radicale. Et leur solution, c'est là que ça devient glaçant. Ils ont mis au point un système de réflexes conditionnés un peu à la Pavlov, mais à l'échelle de toute une génération. Le principe, les enfants étaient surveillés en secret, et au moment précis où ils commençaient l'acte, une petite décharge électrostatique leur infligeait une douleur vive, comme une piqûre. Le but était d'une simplicité brutale, créer une association directe entre l'acte et la douleur pour provoquer une inhibition, une aversion totale. Le texte ne s'attarde pas sur les détails de ce qui a suivi. Mais il se termine par cette phrase, toute simple, qui claque comme un coup de fouet. Les résultats de cette expérience furent désastreux. Et c'est peut-être ça la morale de toute cette histoire. Après des dizaines de pages à décrire une société hyper rationnelle, cet échec cuisant montre leurs limites. Même avec toute leur technologie, ils ont frappé un mur. Finalement, la question que ce document nous pose est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand une société, aussi avancée soit-elle, essaie d'appliquer une logique froide et implacable aux aspects les plus illogiques, les plus chaotiques de l'existence? Peu importe que ce texte soit vrai ou que ce soit une fiction géniale, c'est une fable sur les limites de la raison face à la complexité du vivant. Quand la solution parfaite sur le papier rencontre le désordre de la vie réelle, le résultat, apparemment, est le même partout dans l'univers.